Bonjour à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité à cette très belle rentrée du Collège de France. J'ai beaucoup appris et je vais vous parler maintenant de la concurrence des écrans pour l'attention de l'enfant. Et j'aurai quelques diapos sur le sommeil, mais vous verrez qu'il me restera assez peu de temps pour parler de ce sujet, dont Stéphanie d'ailleurs parle beaucoup mieux que moi et en tant que chercheuse dans le domaine, ce qui n'est pas mon cas. Alors, les préférences exprimées par les élèves dès les premiers cycles nous interrogent parce que les enfants préfèrent lire sur écran. Bien sûr, ils grandissent environnés de technologies d'écran, ordinateurs, tablettes, téléphones, pour ne pas mentionner la télévision, qui maintenant commence à devenir has-been. Mais ce qui interpelle, c'est qu'ils préfèrent lire sur écran, alors que, comme on va le voir, en réalité, leurs performances sont moins bonnes sur écran, du moins dans le domaine de la compréhension de la lecture, que sur papier. Alors, évaluer l'apprentissage sur écran est un très très vaste chantier, puisque l'utilisation des écrans varie sur de très nombreux paramètres. Les apprentissages visés vont du déchiffrage à la lecture, à la mémorisation, à la compréhension. Les types de supports, bien sûr, comme je viens de le dire, sont assez nombreux et vont probablement encore se différencier dans l'avenir. Et les logiciels impliqués, vous connaissez tous évidemment déjà les formats Word, PDF, l'accès ou non à l'hypertexte, et bien sûr les logiciels adaptatifs, c'est-à-dire ceux qui permettent de modifier les contenus enseignés en fonction des performances observées de l'apprenant. Évidemment, ça, on le verra tout à l'heure, c'est un apport majeur du travail sur écran. Alors, je vais successivement examiner deux cas d'apprentissage, celui de l'apprentissage de l'écriture sur tablette ou sur papier, et d'autre part, l'apprentissage, ou plus exactement la compréhension de la lecture d'un document sur papier ou sur écran. Et ensuite, je discuterai les différences observées dans ces cas-là, qui contrastent avec les résultats positifs des écrans observés dans le cas de l'écriture. Puis nous en viendrons aux gestes recommandés. Et enfin, j'aborderai la question de l'exposition numérique sur le sommeil. Alors, commençons par l'apprentissage de l'écriture sur tablette versus sur papier. Un premier travail avait été fait sur des enfants de 6 à 8 ans aux États-Unis pour déchiffrer des lettres ou pour faire des mathématiques en utilisant soit des tablettes électroniques, soit simplement, selon les méthodes classiques, utilisant tableau, papier, etc. Alors, qu'est-ce qui explique cette amélioration qui avait été déjà repérée par McKenna en 2012 sur l'utilisation des écrans en déchiffrage et en mathématiques? Je dis bien déchiffrage et non pas compréhension de l'écrit, hein, c'est-à-dire simplement déchiffrage, passage du phonologique à la lecture out. Quels sont les mécanismes qui expliquent cette amélioration? Eh bien, c'est tout le travail de Patchan et Puranik en 2016 qui se sont intéressés à l'effet du feedback d'une tâche d'apprentissage de l'écriture sur tablette et sur papier. Alors, ils ont utilisé donc des tâches en utilisant différents groupes expérimentaux, utilisant 3 types de supports, soit les tablettes avec stylet, qui permet de tracer donc des signes sur cette tablette, soit la tablette avec le doigt, simplement, qui écrit avec le doigt, on écrit avec le doigt, soit la méthode classique crayon-papier.
L'objectif était d'apprendre à écrire certaines lettres majuscules encore non maîtrisées par ces enfants de 4 ans. Le test final, c'est l'écriture de ces lettres majuscules sur crayon et papier. Donc on a 46 élèves, de mêmes compétences initiales, de statuts socio-économiques et ethnicités différenciées, puisqu'il s'agit d'une étude aux États-Unis, différenciées mais matchées selon les groupes expérimentaux. Alors, vous avez ici les résultats. À gauche, c'est la colonne papier-crayon, le milieu, les résultats tablette avec stylet, et à droite, tablette avec le doigt. Comme vous voyez, les enfants du groupe écriture avec le doigt ont écrit plus de lettres correctement au post-test que les enfants des autres groupes. Alors, l'hypothèse, c'est que le feedback visio-tactile et kinesthésique de l'action, plus le suivi numérique de l'erreur, c'est-à-dire le fait que par ordinateur, par tablette, on voit immédiatement, enfin plutôt la machine indique immédiatement où se situe l'erreur à réviser. Donc on imagine que ce suivi numérique et le feedback visio-tactile et kinesthésique, pendant l'apprentissage, ont été bénéfiques en dépit du fait que le post-test se fait sur papier-crayon et que l'usage du doigt est moins familier que l'usage et du crayon classique et du stylet numérique. Alors, pour comprendre le résultat, il est intéressant, et je pense qu'au-delà de cette expérimentation, ça se généralise aussi à toutes sortes d'autres tâches effectuées à l'école. Comparons déjà ici l'écriture sur papier de l'écriture sur tablette. Dans l'écriture sur papier, le feedback de l'enseignant, bien sûr, n'est pas immédiat. Il faut le temps qu'il remarque l'erreur, qu'il trouve les mots pour les exprimer, qu'il capte aussi éventuellement l'attention de l'élève, ce sont de très jeunes enfants. Tout ça prend du temps, alors que sur tablette, le feedback est immédiat et il cible de façon très intuitive et immédiatement compréhensible, évidemment, la révision qu'il y a à faire. Deuxièmement, le geste d'écriture sur papier est extrêmement familier déjà à 4 ans, tandis que le recueil du feedback sensorimoteur varie. Quand on travaille sur tablette, il varie selon l'outil numérique. Ce n'est pas la même chose de travailler sur tablette, sur stylet et sur doigt, ce qui se voit dans les résultats, les 3 colonnes qui sont différentes, la tablette en vert et le doigt en rouge. Et enfin, il y a une excellente différenciation dans le cas numérique, dans le cas de la tablette, alors que dans l'usage du crayon, il n'y a pas de différenciation, c'est-à-dire pas de prise en compte des habiletés initiales de l'élève. Mais par contre, ce qu'il y a de formidable dans l'usage du numérique, c'est la possibilité de modifier la tâche en fonction de la compétence déjà acquise par l'apprenant. Notons que dans cette expérimentation, vous aurez vu que finalement, ça aurait dû faciliter le cas de ceux qui avaient été dans le groupe papier-crayon, puisque le post-test se fait en papier-crayon. Donc, en fait, sur le plan expérimental, il faudrait un nouveau travail pour comparer les performances papier-crayon et papier-doigt, ce qui n'a pas été fait. Alors maintenant, si on compare l'écriture avec stylet et l'écriture avec le doigt sur tablette, on voit que ce qui distingue les 2 cas, c'est qu'avec stylet, en fait, la surface de l'écran sous le stylet étant glissante, il y a un faible frottement avec le stylet, ce qui compromet évidemment la nature du feedback. Il est moins précis, moins détaillé que celui qui est obtenu lorsque la surface de l'écran glisse moins sous, ce qui est le cas du doigt.
En deuxième lieu, le feedback qui est recueilli par le maniement du stylet combine des actions motrices distinctes et des informations visio-motrices complexes. Alors qu'avec le doigt, le recueil du feedback sensorimoteur est, semble-t-il, plus naturel et moins complexe. Enfin, troisièmement, les élèves qui utilisent un stylet font des pauses dans l'écriture, ce qui perturbe la connexion entre les informations visuelles et kinesthésiques au moment de l'encodage. Du moins, c'est l'hypothèse que font les auteurs. Tandis que dans l'écriture avec le doigt, il y a moins de pauses dans l'écriture d'une lettre et donc un meilleur encodage. Donc en résumé, les tablettes avec un feedback digital, c'est-à-dire au sens numérique, pas avec le doigt, mais au sens numérique, c'est ça que je voulais dire, sont un support plus efficace que le papier. Et l'écriture sur tablette avec stylet s'avère moins favorable. Et ce qu'on peut retenir de façon générale, c'est que le facteur crucial réside dans l'immédiateté et la précision des feedbacks reçus dans l'activité et surtout sans intervention extérieure. Ça, on le sait maintenant, sur le plan de la pédagogie, le feedback dit interne est 1000 fois plus efficace et moins stigmatisant que le feedback reçu par l'intermédiaire d'un adulte, en particulier de l'enseignant, surtout dans la mesure où ce feedback externe est souvent associé, enfin pour les enfants plus âgés, à des notes, ce qui est désastreux pour les apprentissages, il faut le répéter. Alors, après cet exemple lié à un cas positif d'utilisation des écrans, je voudrais aborder le cas vraiment très intéressant de la moins bonne compréhension des textes lus à l'écran que ceux qui sont lus sur papier. Alors maintenant, on a beaucoup de travaux qui confirment cette différence de performance. Je voudrais commencer par vous évoquer un test qui a été fait en Israël sur des élèves de CM2 lors de leurs apprentissages scolaires. Ce test vise justement à étudier l'effet du support utilisé sur la lecture, mais précisément sur deux aspects de la lecture. Premièrement, la compréhension de ce qu'on a lu, et deuxièmement, le jugement sur la compréhension de ce qu'on a lu, c'est-à-dire ce qu'on appelle la métacompréhension. La différence, c'est que dans le premier cas, la compréhension, c'est un phénomène cognitif, tandis que le jugement sur sa compréhension est un phénomène métacognitif. Or, ce qui apparaît de plus en plus et dans beaucoup de domaines de l'éducation, la dimension métacognitive d'une activité va retentir directement sur l'activité cognitive de premier ordre. Alors, ce test comparatif, il vise à étudier si l'effet d'atteinte à la performance des écrans est déterminé par la préférence que les apprenants ont pour un certain support, ou peut-être une deuxième hypothèse souvent avancée, ça vient de la fréquence de la lecture sur écran, y compris l'usage de ce téléphone portable, etc. On y reviendra tout à l'heure. Et enfin, le niveau de compétence qu'ils ont atteint déjà en lecture. Et donc, bien entendu, ce sont principalement ces différents effets possibles qui vont être mesurés par les deux auteurs qui sont Alamish et Elbaz. Alors, déjà, quel est l'effet du support sur la compréhension, qui est donc l'effet cognitif? Eh bien, ce qui est montré, comme dans toutes les autres études, c'est que la lecture sur papier permet une meilleure compréhension. Tout à l'heure, vous aurez des données mesurées sur l'étude suivante.
mais déjà, vous savez que il y a une différence d'environ 20% entre la compréhension sur papier et sur écran. Et cette meilleure compréhension est obtenue sans augmentation de temps de lecture par rapport à la lecture sur écran. Donc ce n'est pas lié seulement à la vitesse de survol d'un texte, par exemple, qui serait hypothétiquement plus rapide sur écran. Les mêmes résultats ont été également obtenus par Dahan et collègues en 2018. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cet effet est inconscient. C'est-à-dire que quoique la compréhension sur papier soit meilleure que sur écran, les jugements de compréhension des élèves, c'est-à-dire leur méta-compréhension, eh bien, ces jugements sont insensibles à cette différence de support. Et pas seulement les élèves, mais les adultes aussi. Nous ne sommes pas conscients de moins bien apprendre ou de moins bien comprendre ce que nous lisons sur écran. Cet effet a été démontré également indépendant des préférences de support, c'est-à-dire que vous aimiez ou non travailler sur écran, l'effet est le même. Il est indépendant de la fréquence d'utilisation des ordinateurs, et ça pour nous chercheurs c'est un drame évidemment. Et enfin, c'est indépendant des compétences de lecture, c'est-à-dire c'est indépendant de la rapidité avec laquelle un texte peut être lu ou compris. Alors, une méta-analyse de Delgado-Ackerman. Rakefet-Ackerman est une chercheuse en métacognition extrêmement connue qui a fait des travaux vraiment novateurs dont nous aurons l'occasion de reparler tout à l'heure. Cette méta-analyse porte sur 171 000 apprenants entre 2000 et 2017. Là, on pourrait faire un petit commentaire sur la nécessité ici d'une méta-analyse, étant donné le caractère un petit peu insuffisant des méthodologies individuelles de chaque expérimentation publiée dans ces années-là. Le fait d'avoir un grand nombre d'apprenants donne une meilleure solidité et surtout l'utilisation de méthodes statistiques très rigoureuses permet de mieux cibler certainement les effets dans leur réalité, dans leur importance. Alors, ce que montrent Delgado et ses collègues, c'est que la lecture sur papier, bien sûr, donne de meilleurs résultats en compréhension que la lecture numérique, et que le temps de lecture et le genre du texte modulent l'effet du support sur la compréhension. Ça, le genre du texte, l'importance du genre du texte est évidemment très, très essentielle sur le plan pédagogique, puisque les travaux effectués en lecture sous pression temporelle, c'est-à-dire en temps relativement insuffisant, vont subir davantage la distinction entre les supports, et d'autre part, les documents scientifiques seront eux-mêmes plus difficiles à comprendre que les romans, par exemple. Les romans où les narrations ne subiront pas le même impact que les documents à contenu conceptuel. Et ce qu'il remarque, c'est que dans cette méta-analyse, c'est que l'avantage comparatif de la compréhension sur papier s'accroît depuis 2000, tous âges confondus. Et l'on pense qu'on n'est pas au bout de cette dynamique, malheureusement. Et comme ils ont également pu exclure un certain nombre d'autres variables qui auraient pu être suspectées, par exemple le groupe d'âge ou le niveau d'éducation ne sont pas en jeu, la longueur du texte non plus, sous certaines réserves dont nous allons parler tout à l'heure, le type de compréhension évalué non plus, sauf évidemment en excluant les narrations, on a vu qu'elles ne sont pas concernées, et elles sont indépendantes aussi de la possibilité de revenir au texte, de le relire pour répondre aux questions. Alors, une extension intéressante de ce travail a été faite sur le méta-raisonnement, c'est-à-dire la possibilité de juger de la valeur d'un raisonnement qu'on vient juste de faire,
toujours dans l'équipe de Rakefet-Ackerman. Les apprenants tendent à être surconfiants en matière de résolution de problèmes par écran. Bon, ils le sont un peu déjà sur papier, mais par écran, ça devient vraiment grave. Et comment ça se traduit? Ça se traduit par le fait de cesser de raisonner en pensant qu'on a atteint une solution satisfaisante. C'est ce qu'on appelle the feeling of being right, qui est une illusion en fait, qui se produit très souvent en matière de raisonnement. Ça a été testé dans l'exercice de bat and balls, dont je ne peux pas parler aujourd'hui. Alors, pourquoi la performance de lecture varie-t-elle selon le support? Jusqu'à présent, je vous ai donné des résultats, mais enfin, quelle est la cause de ce phénomène très intéressant? Alors, il y a deux hypothèses que nous allons discuter. Il y a l'hypothèse socio-cognitive et l'hypothèse métacognitive. Dans l'hypothèse socio-cognitive, le traitement superficiel de l'information numérique, enfin déjà cette notion de superficialité est l'hypothèse dominante. Il y a une superficialité de l'information de l'extraction d'informations qui se fait surtout sur un support numérique, et cette superficialité est encouragée par les modes brefs et réactifs de communication sur Internet, c'est-à-dire Facebook et autres réseaux sociaux. Alors cette hypothèse qui s'appelle Shallowing Hypothesis en anglais, qui a été lancée par Nicholas Carr dans un livre qui a eu un prix Pulitzer, un essai, qui s'appelle The Shallows. Et c'est ainsi qu'on en est venu à appeler cette hypothèse l'hypothèse de superficialité. En fait, shallows au sens des hauts fonds, c'est-à-dire lorsqu'il y a très peu d'eau au-dessus du sable, par opposition à des profondeurs sous le niveau de l'eau. Alors, il y a deux hypothèses défendues par Carr. D'une part, l'usage fréquent des formes brèves de communication Internet réduit la capacité de tout le monde, d'ailleurs, à la pensée réflexive. Alors, qu'est-ce que c'est que la pensée réflexive? Eh bien, c'est le contraire d'une pensée impulsive, c'est-à-dire qu'au lieu de répondre par l'émotion du moment, par les circonstances de la communication, on prend le temps de délibérer et de juger de la valeur d'un contenu. Et sa deuxième hypothèse, c'est que cette réduction s'applique majoritairement aux jeunes utilisateurs. Alors, ceux qui ont suivi, parmi vous, voient tout de suite que ce n'est pas du tout ce qu'on trouve récemment, mais enfin, en 2010, s'ils ne le savaient pas encore, voilà donc les hypothèses qu'il a défendues. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'hypothèse de superficialité, elle peut s'appliquer éventuellement à tous âges confondus. C'est pour ça que des chercheurs canadiens ont examiné l'hypothèse de superficialité en examinant la corrélation entre la fréquence des formes brèves de communication Internet et l'importance comparative donnée à certains buts vitaux, classés de 1 à 5, très importants ou pas du tout importants. Donc on donne à des participants des buts à classer tels que dans ma vie, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir du plaisir, c'est d'être content de moi-même, c'est de faire des choses morales, c'est d'avoir une riche expérience sexuelle, ou c'est d'être riche en un autre sens, simplement financièrement, d'avoir des connaissances, ou bien d'être autonome, d'avoir des amis, etc. Et ils estiment que ces buts corrèlent bien avec des formes superficielles d'évaluation, impulsives, ou des formes réflexives. Alors, par exemple, parmi les buts réflexifs, vous avez la moralité réflexive, par exemple l'altruisme ou l'universalisme, vous avez la connaissance, l'art, etc. Et donc, l'hypothèse, c'est que moins les participants attachent d'importance aux buts
réflexifs de ce genre, plus ils attachent l'importance au but lié au plaisir et à l'image de soi. Donc c'est une façon, si vous voulez, de traduire la superficialité en valeurs et motivation concrètes qui devraient orienter l'activité. Alors, ceci dit, évidemment, dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres, comme d'ailleurs dans tous les autres cas, corrélation n'est pas raison. On ne sait pas si c'est le déclin de la réflexivité cognitive qui cause l'usage intensif d'Internet en dépend, ou bien si l'un et l'autre dépendent d'une cause commune. Par exemple, supposons l'existence d'un trait de personnalité qui serait indépendamment encouragé par d'autres aspects de notre culture ou de la vie sociale et qui aurait un effet causal sur l'un et sur l'autre. Alors, j'abandonne cette piste pour plusieurs raisons, parce que d'abord, elle est un peu à distance de ce qui nous intéresse, à savoir les apprentissages. On fait des hypothèses sur des motivations qui peut-être s'avéreront très intéressantes à poursuivre, mais qui, dans l'état actuel des travaux, réellement ne débouchent pas vraiment sur des façons pédagogiques d'agir, ce qui finalement nous intéresse. Mais il existe une autre hypothèse qui, elle, a été testée expérimentalement de façon causale et qui est l'hypothèse métacognitive. L'hypothèse métacognitive, c'est que la surconfiance est plus grande dans la lecture à l'écran qu'elle est dans la lecture sur papier. La surconfiance, c'est un aspect de décalibration de la confiance, du côté optimiste. Donc, pour qu'on parle de surconfiance, ça veut dire qu'on sait qu'il existe des mécanismes d'évaluation de ses propres activités cognitives qui se font en permanence et de façon inconsciente et qui peuvent, dans certains cas, se trouver soit calibrés vers plus d'optimisme, au contraire, plus de pessimisme dans le cas de la sous-confiance. Et nous savons qu'à l'école, ça joue un rôle tout à fait considérable. Alors, l'idée de Ackermann et de Moritz Goldsmith, avec qui ils ont fait un travail initial en 2011 tout à fait remarquable dont je vais parler, et qui s'est poursuivi ensuite dans une série d'autres articles publiés avec Lauterman ou avec Sidi. Donc la lecture sur écran, selon cette hypothèse, est ce qui modifie le régime de l'attention du lecteur et surtout son autorégulation, parce que c'est l'autorégulation qui fait un feedback vers la cognition et qui expliquerait finalement les sous-performances. Alors voici les données expérimentales d'Ackermann et Goldsmith. La lecture sur papier permet aux élèves, pense-t-il, de mieux comprendre ce qu'ils lisent que sur écran et d'évaluer correctement leur compréhension, surtout dans deux cas. On a déjà vu les cas d'exposition, les cas documentaires et non pas les cas de narration ordinaire. Et deuxièmement, lorsque le temps de lecture est librement choisi plutôt que lorsqu'il est fixé à l'avance. Pourquoi cette importance du librement choisi ? Parce que quand vous choisissez librement votre temps d'étude, vous utilisez votre autorégulation pour décider que ça y est, vous avez compris. Donc, autorégulation veut dire intervention d'un jugement de métacompréhension pour décider si oui ou non vous arrêtez votre lecture, parce que vous en êtes satisfait. Alors que quand la durée de travail est fixée à l'avance, votre métacompréhension ne joue aucun rôle. Le prof dit « bon, maintenant c'est fini, on passe à autre chose », et donc vous n'avez pas ce rôle possiblement illusoire de la métacompréhension qui abrégerait le temps d'étude nécessaire. Donc, ils ont comparé les performances quand le temps de lecture est soit fixé à l'avance, soit librement choisi. Et voici les résultats.
Donc dans la colonne dans le schéma de gauche, vous avez la prédiction de résultats en gris foncé et le résultat obtenu en gris clair sur écran pour la gauche et sur papier sur la droite du diagramme de gauche. Alors ce que vous pouvez constater, c'est que lorsque le temps passé à étudier est imposé, donc il n'y a pas d'autorégulation, la prédiction de succès à l'écran est un peu plus surconfiante, mais la performance à l'écran, la colonne en gris, est exactement la même sur écran et sur papier. Et maintenant, nous allons à droite, dans le diagramme de droite. Là, vous êtes dans le cas où le temps d'étude est autorégulé. Et vous voyez que dans ce cas, la prédiction de succès de lecture sur l'écran est très surconfiante. C'est là où il y a la flèche rouge. C'est-à-dire on croit qu'on va réussir beaucoup plus que ne le prouve la performance subséquente. Cette mauvaise autorégulation pourrait donc, d'après les auteurs, expliquer la plus faible performance de celle de la lecture sur papier. En résumé, la lecture sur écran s'accompagne d'une impression illusoire de compréhension qui est absente de la lecture sur papier. Cette évaluation entraîne un effort cognitif insuffisant quand le temps de lecture est autorégulé. Alors, comment encadrer la lecture sur écran? Parce que 4 minutes au plus. Alors, je n'aurai pas le temps de vous parler de sommeil, désolé, mais bon. Alors, il y a un certain nombre de recommandations, puisqu'en fait, on doit utiliser les écrans. Bien entendu, il n'est pas question de les bazarder du fait qu'ils donnent des performances moins bonnes. Il faut trouver le moyen de stimuler l'attention profonde. Et pour ça, il y a 4 remèdes. Réduire la pression temporelle, équilibrer la charge cognitive, insister sur l'importance des textes étudiés et insérer des exercices de métacompréhension. Alors, je vais très rapidement expliquer ces différents moments. Travailler sous la pression du temps, on l'a vu, encourage le compromis sur les objectifs à atteindre. Donc la pression du temps augmente ce qu'on appelle la charge cognitive, ce qui peut soit nuire à la qualité de l'apprentissage, soit augmenter, selon les cas, l'augmentation dans la tâche. Donc il faut, dans tous les cas, quand vous donnez un travail à l'écran, veiller à éviter le désengagement des élèves. Bon, pour ça, il y a des gestes sur lesquels je vais revenir. La deuxième chose à faire, c'est d'équilibrer la charge cognitive. C'est-à-dire que les exercices à l'écran doivent être optimalement difficiles, contrairement peut-être à ce que pourrait être votre intuition. Il faut donner des exercices qui forcent en quelque sorte l'élève à convoquer des ressources conceptuelles. Il faut en faciliter l'accès par une formulation claire, mais quand même décourager la lecture superficielle liée à l'impression de redondance. Il faut donc aussi que ces exercices soient, si possible, exprimés en une seule page pour réduire la charge cognitive. Insister sur l'importance des textes étudiés, c'est la 3e recommandation. Introduire oralement l'importance de ce texte, de ce travail, des débats auxquels il a donné lieu, et surtout insérer dans le texte des indices d'importance pour que l'élève concentre son attention sur ces indices. Enfin, insérer des exercices de métacompréhension. Ça, c'est un travail Cézanne qui nous a permis de mettre au point ces exercices, c'est-à-dire à certaines étapes clés de la lecture, inviter les lecteurs à choisir entre 3 interprétations différentes, donc surtout sur écran, mais ça marche aussi à l'écrit de façon très utile aux élèves. Tout au long de la lecture, encourager une prise de notes en d'autres termes, surtout pas utiliser le papier collé qui en fait, on l'a constaté, prédomine lorsqu'on travaille sur écran. Chacun d'entre nous le sait, parce que c'est ce qu'on fait. Et enfin, en fin de lecture, inviter le lecteur à synthétiser le texte ou la structure argumentative. Alors, les déficits de sommeil, Stéphanie Mazza l'a montré admirablement dans tout son travail et dans son exposé d'hier. On sait que selon les pays, 55% aux États-Unis, 80% au Royaume-Uni, des élèves du secondaire dorment moins que les 9 heures recommandées.
et on trouve les problèmes d'endormissement difficile, des éveils multiples, du sommeil agité, de la fatigue diurne chez les adolescents. Alors il y a une méta-analyse là aussi qui nous montre qu'il y a une corrélation entre la durée et la fréquence du temps sur écran, d'une part, et d'autre part, une méforme physique, une moindre estime de soi et un risque accru de dépression. Les médiateurs principaux sont estimés être le temps de sommeil insuffisant et la part moindre laissée aux autres activités physiques et cognitives. On oublie souvent que plus on passe de temps sur son téléphone portable, et moins on fait de sport, moins on fait d'activités cognitives différenciées, moins on joue, et moins aussi on fait son travail scolaire. Alors là aussi, une très belle méta-analyse de Mirecu 2019, avec 6616 participants, qui étudie l'utilisation l'effet du portable dans l'heure qui précède le sommeil par les jeunes londoniens de 11 à 12 ans, le sommeil et la santé. Alors là, ce que montrent leurs résultats, c'est que le temps mis à s'endormir est considérablement accru lorsque un élève utilise son téléphone dans le noir. C'est la colonne noire avec longue SOL qui reflète ce résultat. Cela réduit la durée totale de sommeil. Vous voyez que c'est surtout à nouveau dans l'utilisation dans le noir du téléphone qu'on a cette réduction de sommeil. Et il y a un décalage chronotypique du sommeil qui lui, favorise la dépression. Alors donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'usage des écrans dans l'obscurité est ce qui nuit le plus au sommeil et à sa qualité. L'hypothèse, c'est que l'exposition nocturne à la lumière de courte longueur d'onde, la lumière dite bleue, émise par les téléphones et les tablettes, lumière bleue qui est liée aussi au fait qu'il n'y a pas d'illumination de la pièce où se fait la lecture, retarde la synthèse de la mélatonine et donc réduit la somnolence. Donc, en résumé, les recommandations essentielles, c'est de prévoir des horaires de coucher favorables au sommeil réparateur, c'est-à-dire plus tôt dans la soirée que plus tard, ne pas lire sur écran dans l'heure qui précède le coucher, et ne jamais lire sur écran dans une pièce non éclairée. Merci de votre attention. Merci beaucoup.